Salut tout le monde. Bon bah comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké, qui ont commenté, etc. Ça m'aide beaucoup. Désolé, ça a mis un peu plus de temps que ce qui était prévu, mais c'est parce que c'est très difficile d'aborder un symbole sans parler des autres symboles auxquels il est associé. Et donc du coup, c'est très difficile de ne pas digresser. Ce qui fait que je me suis étalé, et je me retrouve presque avec 2 épisodes. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que vous avez peut-être un peu attendu, mais vous allez beaucoup moins attendre pour le prochain, qui à mon avis, demain ou après-demain, au grand maximum, sortira. Allez, bon visionnage. Si on doit faire un bilan de toutes les clés que nous connaissons pour l'instant, il y a la lettre I, le chiffre 1, le pronom on, il y a la mer, tout ça, ça veut dire lumière. Maintenant, nous connaissons aussi la clé 3, le chiffre 3, qui veut dire soit la matière, soit l'être vivant, et donc presque tout le temps l'être humain. Il y a le chiffre 7, qui lui désigne les 7 couches de la matière, la plupart du temps. Mais ça peut aussi être les 7 couches de la lumière, ou même les 7 couches des émotions, parce que les émotions aussi ont 7 couches. Je ne vous l'ai pas dit dans l'épisode précédent, parce que je voulais pas vous embrouiller. La chimiste va dissoudre les 7 couches de la matière, mais ensuite il va accéder aux émotions, qui elles aussi ont 7 couches, qui devra diviser, dissoudre, pour arriver à la lumière, qui elle aussi a 7 couches. Ce qui fait qu'il y aura toujours 3 étapes, vous voyez, 3 passages. L'expérience sera toujours divisée en 3 parties. Une partie où on s'attaque à la matière, une partie où on s'attaque aux émotions, et une partie où on s'attaque à la lumière. Dit autrement, le sel, le soufre et le mercure. Et dans chacune de ces parties, il y aura 7 opérations. Ce qui fait que le total fait 3 fois 7, le total fait 21. Et vous verrez, ce nombre 21, on le retrouve dans plein de choses, même dans le tarot par exemple. Il y a 21 cartes, qu'on appelle aussi des lames ou des arcanes. Il y a 21 cartes, plus la mort. Mais on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est toutes les clés que nous connaissons. Maintenant, regardons du côté des lettres, que nous connaissons déjà. Alors, il y a le B, qui veut dire le passage ou la naissance intérieure. Il y a le C, la plupart du temps, c'est juste le C apostrophe, qui fait référence à c'est, en fait, c'est. Et si vous regardez bien, C, d'un point de vue phonétique, c'est juste un S qui est collé à un E accent aigu, le C. Cet accent aigu, il suffit juste de le retourner et ça donne un accent grave, ça donne C. Ensuite, il y a le D, qui, dans la plupart des cas, c'est pareil, c'est juste l'apostrophe, donc c'est de la, du, ou même depuis. Il y a la lettre I aussi, bien sûr, qui est très importante puisqu'elle signifie la lumière. Il y a le M, qui est la mer, et donc la naissance ou l'amour. Il y a le N, où c'est pareil qu'avec le D, dans la plupart des cas, il faut voir l'apostrophe, et donc c'est ne, qui fait référence à une négation. Il y a le P, c'est le père, et donc le père, c'est la transmission. Il y a le S aussi on l'a vu, et le S fait référence au serpent, et le serpent symbolise le message ou le messager. Et enfin, on a aussi vu le Y. Pour l'instant, on sait qu'il symbolise la lumière parce que c'est juste un I, mais grec. Sauf que les lettres peuvent avoir plusieurs significations. Là, pour certaines lettres, on n'a que la première signification. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y en a d'autres. N'oublions pas aussi les lettres qui sont interchangeables. On a vu que le M et le N sont interchangeables, mais aussi le P et le H, le S et le C, le X qui peut être changé soit par un S, soit par un C. Donc je vais commencer par corriger une petite erreur dans l'épisode précédent, parce que là, en revisionnant la vidéo, je me suis rendu compte, quand on parlait du 3 et que je vous disais que parfois c'était la racine tri, et parfois c'était la racine tré, et je vous donnais des exemples comme 13 ou triple, et à un moment donné, j'ai donné l'exemple pour le tré de 30, et je vous ai dit que c'était TRE, mais en fait, non. J'avais pensé à toutes les sonorités, tri, tra, tro, tru, trou, et je n'avais pas pensé à 30. Donc vous voyez, même moi je fais des erreurs, et même moi aussi, j'en apprends tous les jours. Là, il y aurait une erreur dans le livre, ou en tout cas un oubli, au minimum. Il y a aussi une autre chose que j'ai oubliée dans l'épisode précédent. Quand on parlait du 3, j'ai oublié de vous dire que le 3 était un E inversé. Si vous regardez bien ce chiffre et cette lettre, vous verrez que c'est exactement le même symbole, sauf qu'il a été inversé. Et c'est pour ça que justement le E signifie donc le 3. Et le 3, on le sait, c'est soit la matière, soit l'être humain. Un exemple pour la lettre E, si on prend les mots divin et devin, D-I, 20 comme le verbe venir au passé simple finalement. Venu, vint, il vint. Donc de I de la lumière, 20 de la lumière. Et venu de la lumière, c'est divin. Par contre, D-E, 20, de E, 20, de 3, 20 de l'être humain. Quand ça vient de la lumière, c'est divin. Quand ça vient de l'humain, c'est devin. Ou si on prend un dé, par exemple, un dé pour jouer au jeu de hasard, eh bien, D-E, de l'homme, en fait. Parce que, évidemment, je pense pas que les dieux jouent à des jeux de hasard. Ils jouent à des jeux d'adresse, à la limite, des jeux d'intelligence, etc. Mais les jeux de hasard, ils la créent eux-mêmes, la chance. Donc on peut rajouter la lettre E à notre liste. Cette petite erreur est corrigée. Maintenant, commençons vraiment la vidéo. Je ne voulais pas alourdir l'épisode précédent, et donc je vais revenir sur certaines choses et les compléter. Par exemple, l'arc est une clé signifiant la lumière, pour des raisons évidentes d'ailleurs. L'arc fait référence à l'arc-en-ciel. Et si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez qu'il ne peut pas y avoir d'arc-en-ciel sans qu'il y ait de lumière. L'arc-en-ciel est
est justement une décomposition de la lumière, raison pour laquelle les deux sont connectés. Donc il y a l'arc, ça c'est au masculin, il y a l'arche, ça c'est la version féminine de l'arc. L'arc bien sûr c'est l'arc-en-ciel, mais c'est tout ce qui est cambré, comme par exemple un arc qui sert à tirer des flèches, l'arme. Et donc il y a le mot archer par exemple. Le H c'est vraiment pour pas que ça sonne mal en fait, parce que ars c'est pas terrible, arcer c'est pas terrible, c'est mieux archer, on est d'accord. Il y a l'archange, le premier niveau de lecture du mot ange en langue des oiseaux c'est ange, en soi, et donc l'arc-ange, l'arc en soi, la lumière à l'intérieur de soi. Il y a le mot archaïque qui veut dire très très vieux, très très ancien. À l'origine il y avait la lumière. Il y a archétype, un modèle en fait de base sur lequel est basé les autres, un archétype. Il y a l'architecture avec l'architecte, puisque justement dans l'architecture il y a une révolution au niveau de la Renaissance où on a commencé à mettre des arcs et des arcs-boutes partout. On a commencé à construire des cathédrales immenses. Mais il y a aussi l'archéologie, etc., etc. Il y en a d'autres. Et il y a l'arcane. L'arcane qui est soit une préparation alchimique, solution, soit une carte dans le tarot, dans le jeu du tarot. Dans le jeu du tarot, les cartes on les appelle soit des lames, soit des arcanes. Vous voyez le lien arcane, en arc en fait, en lumière. Mais même lame, en au-dessus, en lumière, en lumière. Et la lame sert à couper la matière. Le jeu du tarot, on y reviendra. Il y a aussi le suffixe archi qui désigne une autorité, la notion de commander. Et quand il s'agit d'une personne, c'est pas archi, c'est arche ou arc. Par exemple, on le retrouve dans anarchie, on le retrouve dans monarchie, une monarchie, un monarque, une oligarchie, un oligarque, vous voyez. Énarque, même si énarque, bien sûr, ça vient de ENA, qui est probablement les initiales de l'école, École nationale de l'administration, je crois que c'est ça. Ils ont vu que ça se terminait en A, donc ils ont choisi d'ajouter le suffixe arc. Mais on le retrouve dans des mots plus simples, comme une barque. Vous voyez, on sait que le B signifie le passage, ou la naissance intérieure, mais là c'est plutôt le passage. L'autorité, le passage, donc quelque chose qui va forcer le passage, c'est la barque qui va forcer le passage dans l'eau, en fendant les vagues. Ou sinon, il y a une marque, vous voyez là c'est le M, la racine, M qui veut dire l'amour ou la naissance, là c'est plutôt l'amour. Donc vous voyez, la marque va forcer l'amour, même si je pense que forcer c'est peut-être pas le bon mot, le mot adéquat, mais vous voyez ce que je veux dire. Une petite anecdote au passage, l'autre jour je regardais un film qui est vraiment sympa, que je vous conseille, qui s'appelle Tomiris, c'est un peu l'équivalent de la Jeanne d'Arc mongole, et c'est marrant parce qu'au début de ce film, vous savez, il y a les logos des boîtes de production, et il y avait ce logo, Arc Light. Vous voyez l'association, la personne a associé l'arc à la lumière. Il y a autre chose aussi qui est assez intéressant, c'est Cupidon, Eros chez les Grecs, qui grâce à son arc peut provoquer l'amour chez des gens quand il les touche avec des flèches. Mais il y a peu de gens qui savent qu'il n'a pas que ce pouvoir, il a aussi le pouvoir de provoquer l'inverse, c'est-à-dire la haine. Et ça va dépendre justement des flèches qu'il va utiliser parce qu'il a deux types de flèches. Il a des flèches avec des pointes en or qui vont provoquer l'amour et il a des flèches avec des pointes en plomb pour provoquer là le désamour. Et vous vous rappelez dans la dernière vidéo, on a parlé des 7 métaux et on sait que l'or c'est vraiment la dernière couche avant la lumière, tandis que le plomb c'est la 7e couche. C'est la version où il y a le plus de couches à retirer. Dans le jeu du tarot, il y a une carte qui s'appelle les amoureux et on la représente toujours avec Cupidon dans le soleil, justement parce qu'il a un arc comme la lumière, le soleil. Aucun détail n'est anodin sur une carte de tarot. Dans le Hobbit de Tolkien, il y a l'Arkenstone, vous voyez, Arc and Stone. Vous savez, en anglais, le E se prononce I. Si on met deux E d'affilée, c'est I. Donc le N, en fait, c'est in. En, in, ça se ressemble beaucoup. Je sais pas si je vous avais dit, mais le K peut être remplacé par un C. Et ça se voit vraiment bien dans l'anglais, où très souvent, c'est le K. Par exemple, arc s'écrit toujours avec un K à la fin et non un C. Donc là, arc and stone, l'arc dans stone, la pierre, l'arc dans la pierre, la lumière dans la pierre, ou la pierre de lumière. Et qu'est-ce que c'est l'Arkenstone justement? C'est une pierre de lumière. Dans tout le trésor des nains, et ce qu'il y a de plus important, c'est la pierre de lumière. Ou même, ou l'Arkansas, vous voyez, on peut en trouver plein d'autres. Et cette clé, l'arc, on peut la relier à une lettre qui lui ressemble justement, c'est la lettre C. On l'a juste pivotée sur le côté, mais si vous regardez bien, le C c'est un arc. Donc la lettre C signifie l'arc qui signifie la lumière. Il n'y en a pas beaucoup des exemples, mais en voici un. Le mot chance. En fait, ans à la fin n'est qu'un suffixe, les amis, comme dans les mots absence, présence, souffrance, dépendance, etc., etc. Des fois c'est ANCE, des fois c'est ENCE, même la France.
quand on viendra dans un épisode, on s'intéressera au nom de la France. Et finalement, si on part du principe que c'est le suffixe, la racine de France, c'est juste FR, qui veut dire faire en fait. Mais on viendra à ça plus tard. Il y a plusieurs versions de ce suffixe. Il y a le ans, bien sûr, comme je viens de vous le montrer. Mais quand il s'agit d'une personne, d'un homme, on va juste écrire ANC à la fin. Et quand il s'agira d'une femme, on va écrire ANCHE. Ce qui fait que, par exemple, si on prend le mot, justement en restant sur France, parce que c'est aussi un adjectif, être franc, c'est-à-dire être sincère ou même être libre à l'origine. Donc il est franc, elle est franche. Et il y a aussi la France, vous voyez. Ou bien la couleur, le blanc, un mur blanc, une page blanche. On ne dit pas une page blanche. Donc en tenant compte de tout ça, on voit bien que la racine du mot chance, c'est juste le C et le H. Sachant que le H peut être muet, donc on peut très bien ne pas en tenir compte. Donc la racine du mot chance serait vraiment qu'une seule lettre, et ce serait la lettre C. Et dans ce cas-là, ça peut pas être C apostrophe C. Non, c'est l'arc. Et l'arc, c'est la lumière. Donc la chance, c'est la lumière. Maintenant, si on tient compte du H, bien sûr, ça peut être par exemple Hermès, donc lumière d'Hermès, ou bien l'équilibre entre le haut et le bas, parce que le H aussi peut symboliser ça, mais en l'occurrence, ça n'aurait pas trop de sens, je trouve, parce que l'équilibre est plutôt éloigné de la notion de chance, au contraire. Quand quelqu'un gagne au loto, il a une chance sur 1 million de gagner. C'était pas équitable, c'était pas équilibré, il avait une chance sur 1 million. C'est justement parce que c'est très rare que c'est de la chance. Donc maintenant, on va vraiment commencer cet épisode. Dans la langue des oiseaux, le E peut être changé soit par un A, soit par un O, comme nous l'indiquent les graphèmes qu'on a vus justement intentionnellement dans la vidéo précédente. J'avais fait exprès parce que je savais qu'on en allait en parler dans cet épisode-là. Et donc vous vous rappelez, j'avais donné comme exemple le mot œuf et le mot curriculum, enfin les mots curriculum vitae. Maintenant, on va rentrer en profondeur. Pour moi, j'interprète ça comme un indice, vous voyez. Parce que vous savez, depuis que la langue existe, il y a des gens qui sont là pour la perfectionner. Et la perfectionner, ça peut être en la simplifiant. Et alors à l'époque, c'était des moines, c'était des scribes. Aujourd'hui, c'est des académiciens. Et il faut bien comprendre qu'on pourrait écrire œuf avec un E, tout simplement. On le lirait quand même œuf, comme le mot neuf, il y a juste un N devant. Curriculum vitae, on pourrait l'écrire avec un E accent aigu, ce serait plus simple. Pourquoi est-ce qu'on garde ces exceptions qui rendent la langue française si dure à apprendre, justement? Moi, je pense que c'est un indice qu'on nous a laissé pour ceux qui cherchaient. Maintenant, regardons le mot œuf en profondeur. Si on décide que le O n'est pas important et qu'on garde que le E, du coup, ça nous donne œuf. Et œuf, c'est juste les lettres qui ne sont pas dans le bon ordre. Si on retourne les lettres, c'est l'anagramme du mot feu. Le feu, bien sûr, c'est la lumière. Surtout qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc le feu, c'est la seule chose qui permettait de s'éclairer. Pourquoi le feu? Si vous ouvrez un œuf, à l'intérieur, vous verrez comme un soleil, un rond qui symbolise l'unité et qui est jaune comme la lumière du soleil. Et autour de ce rond, il y a un liquide qui est transparent comme la bulle. Est-ce que vous voyez la référence un peu? Ce qui fait que l'œuf représente le feu, oui, la lumière, oui, mais pas seulement ça, il représente aussi le monde avec la bulle qui est transparente, qui enferme la lumière qui est à l'intérieur. Si on regarde les anciennes gravures d'alchimistes, les anciens dessins d'alchimistes, vous verrez que l'œuf a une place importante. Il est souvent posé sur du feu, justement, ou à côté d'une cheminée. Si vous regardez ce tableau, qui est assez récent, vous voyez l'œuf est représenté comme un soleil. Regardez ce tableau de Dali, on voit bien que l'œuf est associé au monde, puisque dessus, les continents sont dessinés. Et il y a un homme qui essaie de casser la coquille, de percer la coquille pour pouvoir sortir. Et quand on regarde attentivement les continents, on voit qu'ils sont en train de fondre, en train de se dissoudre. D'ailleurs, en règle générale, si vous regardez, il y a beaucoup de tableaux de Dali où tout est en train de se décomposer, comme la matière qu'il faut justement décomposer. Et il allait tellement loin, Dali, qu'il a même mis un œuf sur le toit de sa maison. Si on décide de garder à la fois le O et le E, ça nous donne O, feu, dans le feu, quoi. Ce qui est logique quelque part, puisque un œuf, à moins de vouloir le manger cru, vous êtes obligé de le mettre au feu pour faire une omelette. Et là, on va faire une petite digression très intéressante. Si on décide de conserver uniquement le O, ça nous donne ouf, bien sûr, qui nous donne fou, le fou. Vous comprenez pourquoi dans tous les plus vieux jeux, la symbolique du fou est très importante? C'est parce que justement, il a la même racine que le mot feu, qui signifie lumière. Regardez par exemple le jeu du tarot, il y a 21 cartes, et la 22e, c'est la carte à la fois du fou, du pèlerin et de la mort. Ça va nous expliquer beaucoup de choses, parce que, vous voyez, le fou est associé au pèlerin, mais aussi à la mort. Pourquoi? Parce que en réalité, un pèlerin peut être considéré comme un fou, parce que c'est quelqu'un qui va se dépouiller de tout ce qui est matériel, qui va revêtir sa tenue la plus simple, qui va prendre un bâton et qui va partir en pèlerinage à pied, se taper des centaines, des milliers de kilomètres peut-être. Pas forcément avec un but précis, pas forcément pour aller à Compostelle ou au Vatican ou je sais pas où, mais ça peut être aussi sans but précis. Et si vous regardez cette carte, justement, c'est intéressant parce que c'est un pèlerin, on le voit puisqu'il a un bâton, il y a un sac avec ses affaires dedans, et il a l'air tellement captivé qu'il ne se rend pas compte qu'il est au bord d'une falaise. D'ailleurs, il y a son chien qui essaie de le prévenir. Il est au bord d'une falaise, il va bientôt tomber et mourir, vous voyez. En fait, le pèlerin accepte quelque part la mort, il prend le risque de mettre sa vie en danger en partant comme ça. Ça peut être ce qui peut être associé à de la folie.
Puis-je vous aider? C'est ce que nous verrons. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Une aventure? Non, je ne vois personne à l'ouest de Brie qui se montrerait intéressé par des aventures. Ce sont des choses désagréables, qui ne vous apportent que des ennuis et retardent votre dîner. Oui, eh bien, c'est décidé. Cela sera très bon pour vous et des plus amusants pour moi. Je vais en informer les autres. Informer l'équipe. Quoi? Non, 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 je regrette. Nous ne voulons aucune aventure ici. Merci, pas aujourd'hui. Vous pourriez essayer au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau. Bon, bonne journée. Et c'est drôle parce que qu'est-ce qu'il observe dans le ciel? Une bulle. Vous n'allez pas me dire qu'elle est là par hasard, cette bulle. Dans un jeu de cartes normales, il y a le joker. Le joker, c'est un fou. Quand on parle du bouffon du roi, on l'appelle aussi le fou du roi. Le bouffon du roi, il peut faire des choses qui paraissent folles au premier abord, mais en fait, il y a toujours un deuxième, un troisième degré. Vous voyez la connexion entre le joker et le fou. Et c'est l'une des cartes les plus puissantes dans le jeu de cartes, comme l'as. Prenons le jeu d'échecs maintenant. Pourquoi est-ce qu'un roi pourrait compter sur un fou qui, par définition, peut faire n'importe quoi? Vous voyez, ça n'a aucun sens. Si on n'a pas cette clé-là, on ne peut pas comprendre. Et en plus, c'est une des pièces les plus importantes. Continuons un peu sur le fou. Je vais vous donner une autre clé. La lettre J peut être remplacée par un F. On ne va pas s'intéresser à la calligraphie comme la dernière fois, mais vous voyez bien que le J, vous le retournez, ça ressemble à un F. Et donc, si vous prenez fou et que vous remplacez le F par un J, ça vous donne joue, la racine du mot jouer. Et justement, là, on est en train de parler de jeu. Si vous prenez le mot feu, vous remplacez le F par un J, ça vous donne le mot jeu. Vous voyez, donc il n'y a rien d'étonnant de retrouver le fou dans des jeux, puisque justement, fou, c'est la même chose que jouer. Bon, on va continuer d'avancer. De toute façon, vous aurez d'autres exemples au fur et à mesure qu'on avancera, forcément. Prenons la clé mère, par exemple. Si on remplace le E par un O, ça nous donne mort. Eh bien, figurez-vous qu'en breton, la mère se dit mort. Ou bien si on prend le mot mort avec un T à la fin. Donc ça voudrait dire la mer, et le T symbolise la terre. Et la terre, on le sait, c'est la matière. Et vous voyez là, c'est pas pareil que le 3. Parce que comme c'est uniquement la matière, vidée de son contenu, il ne peut pas s'agir d'êtres vivants comme les êtres humains. Donc mer, terre, la lumière dans la matière, ou plutôt justement la lumière hors de la matière. La lumière sort de la matière, c'est ça la mort, c'est quand justement la lumière quitte la matière. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous regardez la lettre T, on a pris la lumière, le I, et on a posé une barre dessus, comme pour l'empêcher de repartir vers le point d'origine, vous voyez. Le T, c'est vraiment la matière qui recouvre la lumière. Regardez une expression comme mort Dieu, ça veut pas dire mort à Dieu, non, pas du tout. C'est mère Dieu, la mère de Dieu, la mère, la lumière de Dieu, la lumière divine. Et regardez, c'est drôle parce que même en partant du mot mort, on peut arriver à la racine mat, qu'on avait vu, qui signifie la mort. Parce que si on change le O en E, donc si on prend le mot comme mère, quand on lit ER, on le lit E comme le suffixe ER qui est à la fin des verbes, H-T-E-R. Donc le ER peut être changé en un E accent aigu, donc un E tout simplement. Donc là, on arrive à met, et si on change le E en A, tout de suite, on retombe sur mat. Mais là, c'est juste la déclinaison mort. Il y a beaucoup moins de mots rattachés à mort, même s'il y en a quand même pas mal, qu'avec la version mar. Si on prend mar, on change de E en A. Vous allez voir déjà qu'il y a étonnamment beaucoup de mots qui font référence à la mer ou à l'eau en général, qui ont cette racine mar dedans. Et vous savez, de toute façon, l'eau, toute l'eau sur Terre provient de la mer. Même l'eau minérale, qui vient des montagnes, elle vient de la pluie qui est tombée sur la montagne et qui s'est infiltrée dans la pierre. Et donc là, on retrouve des mots comme un marais, une mare d'eau, un marécage, la marée haute ou la marée basse. Vous voyez, à chaque fois, c'est mar. Et puis, tu as tout le jargon maritime, un marin, la marine. Regardez, prenez des noms comme trimaran, un trimaran. Vous voyez, tri, on sait que c'est le 3. Mar, on sait que c'est la mer. En, 3, mer, en. Le 3 qui est en mer. Catamaran, catamer-en. Il y a aussi les amarres, amarrer, lâcher les amarres, l'amarrage. Pourquoi? On avait vu que le préfixe a voulait dire l'inverse, le contraire. Donc amarre, le contraire de l'amarre, le contraire de la mer, c'est justement quand on pose un pied à terre. Quand on sort du bateau, qu'on accroche son bateau et qu'on sort, on ne fait plus du bateau, on n'est plus sur la mer. Donc c'est le contraire de la mer, c'est amarre, amarrer. Alors est-ce que c'est un hasard tout ça? Il y en a qui vont continuer à dire que c'est un hasard, bien sûr. Donc vous voyez, il y a beaucoup de mots qui font référence à la mer ou à l'eau en général, qui ont cette racine mar dedans. Grâce aux lettres qui sont interchangeables, on a déjà quand même
plusieurs déclinaisons des mêmes clés. Par exemple, on sait que la clé 7 peut s'écrire avec un S comme le chiffre, mais elle peut s'écrire avec un C ou avec un S et un C. Là, c'est la même chose avec la mère. Elle peut s'écrire avec un A ou avec un O. Maintenant que je vous ai dit ça, là, je pense que certains vont apprécier parce que dans le premier épisode, je vous avais donné la signification de lundi. Mais je ne pouvais pas aller plus loin puisque vous n'aviez pas encore les clés pour comprendre. Aujourd'hui, vous les avez puisque vous avez la clé mère et vous savez que le E et le A et le O sont interchangeables. Donc, mardi, mar de I, mère de I, c'est la mère de lumière. C'est ça, mardi. C'est la mère de lumière. Ou alors, si on va plus loin, c'est la mère de Dieu, c'est la mère divine. Pour mercredi, c'est plus compliqué. On y reviendra avant la fin de cette vidéo. Si on prend la clé arc, par exemple, et qu'on remplace le A par un O, ça nous donne orc, comme les orques dans le Seigneur des Anneaux. Vous savez que les orques, à la base, si je ne me trompe pas, ils descendent des elfes. Ce sont des elfes qui ont été modifiés par le côté obscur. Mais ça, c'est juste pour le Seigneur des Anneaux. Mais sinon, il y a d'autres mots, hein, bien sûr, comme orchidée, vous voyez, ou même un orc, sauf que c'est écrit Q-U-E, mais ça revient au même, ça se prononce de la même façon. Même si, bien sûr, que peut être aussi une clé. Ça, on y reviendra plus tard. Mais phonétiquement, orc, premier niveau de lecture. Si on remplace le A par un E, erc, Hercule, Hule, c'est un suffixe qui veut dire petit, en fait, comme Icule. Donc, Hercule, petite lumière. Ou un clair, si on regarde bien, c'est l'erc, en fait. C'est l'erc, clerc. C'est ça qui est écrit, c'est l'erc, c'est l'arc. C'est la lumière. Le clerc, c'est la lumière. On va pas trop se pencher là-dessus, mais on verra plus tard que le G peut être remplacé par un C. Et comme par hasard, le clergé. Le C devient un G. Si vous regardez bien, vous constaterez que c'est exactement la même forme. C'est juste que le C, c'est une boucle qui n'est pas fermée. C'est un cercle, mais qui n'est pas complet. Tandis que le G, la spirale continue, le cercle continue, un peu plus. Et on voit même le bout de la flèche. Il y a une flèche là, pour montrer le sens de la rotation. Référence au nombre d'or, etc. La spirale. Spirale, spiritus. Spirale, esprit. C'est la même racine, mais on reviendra dessus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé, merci de partager, de commenter, etc. Ça m'aidera beaucoup. Dans le prochain épisode, ça va être très intéressant, ça va être un peu plus comme le deuxième. Là, on va parler de l'histoire de l'alchimie, et on va vraiment parler de plein de symboles. Allez, à la prochaine.